trop d'émotion pour nous. Nous ne sommes pas habitués. Non, mais donc l'idée, c'est vraiment partager sur les pages Facebook. Ce qu'on propose, donc désolé pour les camarades collègues qui sont connectés par Zoom, on va refaire l'introduction et le point de présentation. Bon voilà, donc ceux qui étaient déjà là par Zoom, vous pouvez prendre un petit café ou aller vous servir un petit verre d'eau pour se remettre de vos émotions. Et donc on propose de repartir de zéro et de y aller. Donc Yann, vas-y, c'est à toi. Caméra, son. Bon, salut à toutes et tous. Désolé pour les auditeurs Facebook qui nous prennent en route, enfin pas en route, parce que là on recommence, et puis surtout pour ceux qui étaient sur Zoom depuis maintenant presque une demi-heure, parce que là on a eu un gros bug technique, on n'arrivait pas à trouver la solution pour que ça soit en direct sur Facebook. Là en l'occurrence ça l'est, donc très bien. Donc je vais faire plus rapide que tout à l'heure en introduction, puisque voilà, bon en gros le sujet du jour, c'est le plan stratégique annoncé par la Poste, intitulé Plan stratégique 2030. Alors voilà, ça fait super guerrier, voilà, c'est presque impressionnant, mais en fait, voilà, ce que concocte la Poste, c'est une attaque sans précédent voilà, contre les postières, les postiers, leurs conditions de travail, les salaires, etc. Et donc là, on a quand même quelqu'un qui la mène tambour battant, cette campagne, c'est Philippe Val. Et Philippe Val, là, il passe beaucoup dans la presse en ce moment. Hein. On voit qu'il a un discours quand même qui est relativement schizophrène, hein, puisqu'il tient un discours sur deux petites jambes, hein, et qui ont en fait une cohérence, hein, qui donne une cohérence à son discours, mais quand même qui pose un certain nombre de problèmes. D'une part, il nous explique, hein, et il explique à la presse que la Poste a su traverser la crise Covid avec brio, et que en réalité, voilà, les chiffres sont, voilà, sont plutôt bons, hein, alors que là, on a subi vraiment le choc de la pandémie mondiale, mais quand même qu'on a les investissements à l'étranger, le développement de Géopost, l'intégration de la CNP, et puis le développement du colis ont quand même permis voilà, de faire un bénéfice qui dépasse le milliard cette année, rappelons-le quand même. Et de l'autre côté, voilà, dans le même temps, en réalité, il explique, et partout, hein, que ça va, que le courrier, la branche courrier-colis a connu vraiment un déficit de plus d'1 milliard, que le courrier chute comme il n'a jamais chuté, qu'il ne représente que 18% hein, du chiffre d'affaires, et que ça va nous obliger, ça va obliger le groupe hein, voilà, à adapter hein, les métiers, adapter les fonctions. Et cette adaptation, en fait, elle va se traduire par, voilà, par des grosses attaques, c'est-à-dire que on va casser la distribution. Hein, le métier de facteur et de factrice est quand même très menacé. On va changer hein, les fonctions du réseau et même de la banque. Hein. Le réseau, c'est la vente à tous azimuts. La banque, il y a quand même un problème, c'est que tous les gens au RSA, les gens qui sont voilà, les plus démunis, qui aujourd'hui voilà, ont un compte à la Poste, eh ben, ce n'est pas ce qui rapporte le plus. Et donc ça, il faudra peut-être s'en passer. Et donc là, on a quand même voilà, autour de ces discours-là, un truc qui se profile. On a déjà une petite idée quand même avec la prime d'intéressement qui sera à zéro, contrairement à ce que racontent certains, la prime gilet jaune qui n'existe plus, et puis en fait zéro intéressement tout court, alors que Val a félicité l'ensemble des postiers et des postières hein, pendant un an, hein, et puis là au Nouvel An, à Noël, etc. Bon là, la récompense, c'est zéro et c'est 1000 réorganisations. Tout à l'heure, je disais et je le répète donc, on a voilà, on a commencé à créer une carte interactive qui est presque prête, hein, mais elle est énorme. Des réorganisations au courrier. Ces réorganisations, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Elles seront disponibles. Cette carte sera disponible de façon interactive là dans début de la semaine prochaine. Hein, ça permettra à chacun et à chacune de voir ce qui se passe à la distribution, ce qui se passera à la distribution cette année. Donc il faudra cliquer, il y aura les dates de réorg, pays par, enfin là, j'allais dire région par région. Hein, et donc ce truc-là nous montre l'ampleur de l'attaque cette année à la distribution. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, hein, de cette réunion, c'est de faire un truc un petit peu non, pédagogique, entre guillemets, hein, dans un premier temps. Nous, on pense qu'il faut évidemment, hein, et qu'il faut construire la riposte, et que là, c'est la question de la grève hein, et la question de la riposte globale se pose nécessairement. J'y reviendrai en conclusion, mais là, dans un premier temps, on va faire 3 topos. Hein, un topo présenté par Eddy sur le courrier colis, qu'est-ce qui nous attend cette année, un topo présenté par Marie sur le réseau et la banque,
et un topo sur les comptes, puisque la Poste vient de publier ses comptes. Donc une réponse un petit peu du berger à la bergère, ce que peut raconter la direction sur oui, la catastrophe financière qui nous menace, faite par Nicolas Galapides, qui est le secrétaire général de la Fédération Sud-PTT. Donc après cela, on ouvrira le débat, évidemment, et on laissera à ceux, celles qui veulent s'exprimer l'occasion de le faire. Mais j'y reviendrai en conclusion des 3 topos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le Facebook et sur le Zoom. Donc, et encore une fois, vraiment désolé d'avoir bugué sur le direct Facebook, mais c'était un petit peu indispensable qu'on arrive à se loguer sur le Facebook parce que les postiers-postières, et là c'est factuel, on l'a vu, étaient beaucoup plus férus de Facebook que du Zoom dans l'ensemble. Donc on a perdu du temps là, on s'en excuse. Mais voilà, place à la discussion et dans un premier temps, place à Eddy. Ouais, merci. Bon, alors désolé, pareil pour les collègues et les camarades qui sont sur Zoom qui vont avoir le droit à 2 fois, en partie la même intervention. Comme Yann, je vais parler de Philippe Val. C'est pas devenu une marotte pour nous, notre PDG, même si on parle beaucoup de lui en ce moment, parce qu'il s'expose, parce qu'en fait, en réalité, il fait le VRP de sa politique. Et dans ce cadre-là, il dit un certain nombre de choses. Et en fait, il y a 2 citations du grand philosophe Philippe Val que j'ai envie de vous livrer, parce que quand on les combine, elles livrent un peu la substantifique moelle, on va dire, de la stratégie de la Poste dans la branche collier-colis. La première citation, c'est une réponse donc du susnommé Philippe Val à Éric Coquerel, député du 9-3, quand Val a été auditionné par la Commission des finances de l'Assemblée nationale et qu'il a été interpellé sur la politique de la Poste en matière de colis, notamment l'usage très très intensif de la sous-traitance, et ce que lui a répondu Val, voilà, je vous cite: « Si nous avions les conditions sociales des facteurs transposés sur tous les salariés de Chronopost, Chronopost disparaîtrait. » Je dis en passant, ça s'applique à Chronopost, ça s'applique à l'ensemble du secteur du colis. Ça peut être DPD, qui est notre filiale de la Poste, et ça peut être y compris la maison mère, où le taux de sous-traitance a flambé depuis des années et est très très important. La deuxième citation, c'est ce qu'il a sorti dans le cadre d'une audience avec les organisations syndicales sur le plan stratégique, en l'occurrence c'était Sud-PTT, et ce qu'il a dit, c'est: « La branche courrier-colis, qui est aujourd'hui une branche du courrier qui fait du colis, a vocation à devenir une branche du colis qui fait du courrier. » Donc c'est-à-dire que le colis prend toute la place. Et bien si vous combinez évidemment ces deux citations, ça montre que le modèle qui ne peut pas s'appliquer au colis parce que sinon ça coule, ça veut dire que le modèle, quoi qu'on en pense, et il est loin d'être parfait, et il est loin d'être social, on pourrait mettre 4000 guillemets, parce que quand on est dans des pics, à la distribution, pardon, excusez-moi, on sait ce qu'il en est en termes de conditions de travail et de paye, mais c'est encore trop pour nos patrons, et ils veulent aller encore plus loin. C'est-à-dire que c'est une généralisation du modèle de colis avec tout ce que ça représente à l'ensemble de la branche. Et même au-delà, parce qu'en fait, le colis, c'est un vrai objectif stratégique pour le coup de la Poste. À l'horizon 2030, ce qu'ils envisagent, c'est que le colis représente plus de la moitié du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe. Donc on voit l'importance que ça prend. Et quand je parlais de modèle colis, je ne vais pas pouvoir tout citer dans le temps qui m'est imparti, mais je peux au moins citer 2 aspects. Bon, la flexibilité. Je disais c'est les collègues qui travaillent au colis, une tournée avec un titulaire de tournée, en fait, ils savent pas ce que c'est. Pas de tournée, en tout cas dédiée, et la sécabilité qui est en place depuis, certes, longtemps maintenant à la distribution, en fait, ça fait des années qu'au colis, elle est imposée, où ils font un quart, puis un tiers de tournée en plus. Donc ça fait, en fait, on a coutume de dire que le colis est un laboratoire du courrier, mais en fait, là, c'est imposer le même modèle d'un coup à tout le monde. Le deuxième élément saillant, c'est la sous-traitance. J'en en a parlé, avec des taux de sous-traitance très élevés. On prend l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est un tiers du colis distribué au niveau national, et c'est 75% des colis sous-traités, avec certains centres où il y a plus de personnel d'exécution qui appartiennent à la Poste, où c'est que des personnels de boîtes sous-traitance, y compris la Poste a été condamnée dernièrement, c'était fin 2020, pour prêt illicite de main-d'œuvre. Oui, parce que c'est des collègues, des collègues qui auraient dû être potiers, qui faisaient le travail de potier, étaient embauchés par la sous-traitance, et c'était suite à une action, y compris la Fédération Sud-PTT, qui s'était portée partie
civile suite au décès d'un collègue qui s'était noyé dans la Seine, un collègue sous-traitant en janvier 2013 et qui n'était pas déclaré, donc il y a eu une action en justice et la Poste a été justement condamnée. Donc clairement, la justice le dit, c'est même pas GPTT ou d'autres organisations syndicales, la Poste est dans l'illégalité et c'est ce modèle-là qu'elle se propose de généraliser à l'ensemble de la branche. À la distrie, d'ores et déjà des grandes manœuvres ont commencé et on sent une nette accélération, y compris il y avait un accord distribution que nous n'avons pas signé et que nous avions combattu et qui visait déjà de la flexibilité. Cet accord arrive à échéance là au courant du mois d'avril et le prochain accord qui est négocié, là aussi je mets des guillemets, en réalité il y a toute une série de choses qui vont dans le sens de déréglementer, péter les cadres, par exemple la durée journalière du travail qui aujourd'hui voilà vous travaillez théoriquement le même nombre d'heures du lundi au vendredi, parce que je reviendrai sur le samedi, et maintenant on commence à mettre en place en fait en réalité des organisations de travail où le lundi vous travaillez tant de temps, le mardi tant de temps. En fait la réalité c'est qu'on augmente la flexibilité pour encore plus cibler l'emploi. Et je parlais des samedis justement. Nos patrons, les patrons de la branche courrier-colis, les patrons de la Poste, ils font comme les autres, c'est-à-dire que le Covid, en fait, pour eux, ça a été une opportunité de mettre en place rapidement des choses qu'ils avaient en tête. Et ils ont mis en place un samedi sur deux pour dire, regardez, on s'intéresse à vous, vous ne travaillez pas un samedi sur deux. Le revers de la médaille, c'est que quand vous travaillez, en fait, vous n'avez plus de tournée à vous et vous travaillez, vous prenez la tournée du collègue d'à côté. Donc en fait, d'ores et déjà, il y a un jour dans la semaine où la tournée en tant que telle n'existe plus. Dans ce fameux accord dont j'ai déjà parlé, autre élément, je vais pas tout citer encore une fois, mais c'est la fin du diagnostic de tournée. Alors les collègues qui sont à la distrie, ils savent très bien que les diagnostics de tournée, ils sont faisandés, mais au moins quand on vous dit tu me dois une demi-heure, tu me dois une heure, tu peux au moins dire non mais là vous m'avez oublié une rue, ou là vous avez oublié des boîtes aux lettres, ou là vous déconnez, je mets plus de temps. Et ça c'est un élément que la Poste se propose tout simplement de supprimer, parce que maintenant c'est des diagnostics par équipe. Donc c'est telle équipe, vous devez peut-être une demi-tournée ou une tournée, et après vous vous démerdez. La Poste dit, vous construisez votre propre organisation, c'est en fait, vous n'avez aucun moyen de contrôle, et en plus vous devez vous empasser les uns avec les autres parce que l'équipe autonome. Évidemment c'est du flanc, si vous êtes autonome, en fait vous avez vraiment le choix sur les décisions de la boîte, y compris de discuter de la charge de travail. Et là il n'est absolument pas question de discuter de la charge du travail, il s'agit de mettre en concurrence les collègues, les uns et les unes avec les autres. Je passe vite fait sur les salaires. Yann en a parlé sur l'intéressement, on n'a pas eu 1000 euros, à la place on a mis le réorg, là je résumerai comme ça en termes de phrase. Sur l'emploi, c'est moins 12 000 en 5 ans, avec une nette accélération quand même, ça va très vite, puisque sur ces moins 12 000, c'est 5 425 emplois sur une seule année qui ont été supprimés à l'échelle de la branche. Sur le service public, c'est la fin du J+1, la disparition du timbre rouge qui est quand même programmée. De toute façon, c'était fait pour. Le timbre rouge, il a été multiplié par 2 en l'espace de 10 ans. Donc en fait, c'était clairement fait pour le flinguer. Et derrière, c'est des suppressions d'emplois, des suppressions de brigades dans les plateformes industrielles courrier, ce qu'on appelait avant les centres de tri. Donc quand on nous dit que l'objectif, c'est sauver le courrier, qu'on n'y peut rien, en fait, tout est fait pour le flinguer et pour accélérer le processus, justement pour aller développer le colis, j'en y reviendra, y compris à l'international. Juste un point aussi sur le service public, des nouveaux services qu'on nous vend comme un moyen de sauver, on sait très bien que ça ne sauve pas le métier, parce que précisément l'ICAS, et y compris ça va même plus loin, parce que c'était du temps qui était payé par la Poste, je prends l'exemple de veiller sur mes parents, pour assurer un minimum de service public vis-à-vis de la population. Dans le premier temps, on a dit c'est du temps mort, sauf qu'en fait c'est pas du temps mort, c'est du temps à rentabiliser, et aujourd'hui on propose un service non plus qui est gratuit mais qui est payé par la population et qui participe à marchandiser la santé. Donc je termine sur le courrier que longtemps ça a été la vache à lait de la Poste, aujourd'hui on dit c'est le boulet, donc tout est bon dans le cochon quand il s'agit de trouver 2 arguments pour les organisations, qu'au passage le service public aujourd'hui c'est une vraie patate chaude entre l'État, la Caisse des dépôts, tout le monde se renvoie, et que c'est parents pauvres en réalité. Et je terminerai juste en disant que pour nous, chez les factrices et facteurs, du colis ou des pics comme ailleurs, en fait, un service public, indépendamment y compris des chiffres qui sont truqués, c'est qu'il n'a même pas à être rentable. C'est est-ce qu'on remplit ou non un service qui est utile à la population, et c'est ça le vrai élément, et à quoi il doit servir, et aussi par qui il doit être contrôlé. Parce que ces gens-là nous emmènent dans le mur, on y reviendra et on le verra, et nous, connaissant notre taf, quand je dis nous, les collègues, et la population qui
sont les usagers de ce service public, c'est à eux de décider, y compris pourquoi nous on porte l'idée de socialiser ce service public, parce que quand on laisse aux mains de l'État et des patrons, on voit ce que ça donne. Et je terminerai juste en disant que par rapport à ces 1000 réorgs, il y a des résistances quand même, il y a des préavis de grève, il y a des choses qui se passent le 16 mars, dans 92 on y reviendra, des choses qui se passent aussi en intersyndicale également dans le 33, des choses qui se passent en Loire-Atlantique. Donc en fait, il y a une conflictualité qui est naissante et l'idée c'est de faire feu de tout bois et d'y aller parce qu'il y a urgence. On sait qu'il y a un gros bloc de réorganisation, je reviens sur les 1000 réorganisations en juin, un en avril, un en juin, et on sait que la bascule elle va arriver très rapidement, donc il est urgent d'agir. Ouais. Alors la parole va être à Marie, on va laisser passer juste 10 secondes parce que là sur Facebook c'est toujours Eddy qui parle, donc ça serait... On va synchroniser tout ça vu qu'il y a un petit décalage entre les deux. Juste rappeler que donc suite aux interventions, il y aura possibilité donc de s'inscrire soit dans le Zoom, soit sur Facebook, si vous avez des questions sur Facebook. Et nous on est là pour regrouper les questions sur Facebook et n'hésitez pas à vous inscrire pour le Zoom. Et donc c'est à Marie. Oui, donc alors pour parler un peu plus spécifiquement du coup de la branche réseau et de la banque, enfin la branche réseau pour le coup ce qui va en rester puisque l'un des éléments majeurs on va dire du plan stratégique sur les métiers du réseau, c'est la fusion de la branche avec celle du numérique. Alors c'est pas anodin et on a vu là, avec les quelques cafouillages qu'on a pu avoir au démarrage que le numérique on n'est pas tout à fait prêt, il semblerait, et c'est pas dit que les collègues le soient forcément plus, donc voilà, la fusion de la branche réseau et de celle du numérique pour créer une branche qui serait unique et qui serait le grand public et numérique. Alors il y a un petit goût de retour en arrière, mais pas tant que ça finalement, puisqu'au-delà de la fusion, c'est les impacts que ça va avoir sur les métiers, avec toujours plus de digital et surtout l'abandon du service public tel qu'on le connaît aujourd'hui en tout cas, ou ce qui peut en rester. L'impact du plan stratégique pour la Banque Postale, bon là il se dessinait un petit peu plus clairement déjà ces dernières années avec le plan Mandarine et l'idée de créer cette grande banque assurance. Alors la boîte, elle aujourd'hui, elle est sur l'idée de créer une banque assurance qui soit citoyenne et en mettant au cœur la qualité de service. Alors sur le principe, on a du mal à être en désaccord avec ces belles idées, sauf que sur la mise en œuvre concrète, là ça devient un petit peu plus compliqué. Ça devient beaucoup plus compliqué, notamment parce que les deux branches, que ce soit donc le réseau pour le coup et la Banque Postale, c'est les deux branches qui sont le plus impactées par les suppressions d'emplois. Dans les centres financiers, les services financiers, c'est 20% de suppression d'emplois en 4 ans. Au réseau, c'est 16% des emplois qui ont été supprimés. Et si on regarde plus spécifiquement le métier de chargé de clientèle, c'est un quart des emplois qui auront été supprimés en 5 ans. Donc forcément tout ça a un impact aussi, enfin directement, les deux sont liés sur le maillage des bureaux de poste, puisque là on vit et ça s'accélère, enfin, en tout cas c'est un petit peu le sentiment qu'on a au regard de ce qui se passe dans les différentes régions, c'est les fermetures de bureaux de poste. On a eu 1700 fermetures en 5 ans. Et aujourd'hui, il reste, à la fin de l'année 2020, il ne restait plus que 7500 bureaux de poste de plein exercice. Donc là, encore une fois, c'est une remise en cause, bien évidemment, de nos missions de service public et de la qualité de service qui peut être rendue aux usagers et aux usagères des bureaux de poste. Et c'est aussi l'impact direct que ça peut avoir sur nos emplois. Après, voilà, que ce soit le réseau ou les centres financiers, c'est malheureusement, les collègues sont maintenant habitués à travailler en sous-effectif chronique, avec ce que ça engendre en termes de dégradation de conditions de travail et de précarisation aussi, puisque voilà, alors là, il n'y a pas encore de sous-traitance dans les bureaux de poste, mais voilà, en tout cas, l'ambition de l'entreprise, c'est d'augmenter encore plus la précarisation. Alors, on a déjà les CDI intérimaires, les CDD, les intérims, et s'ajoute à ça donc les CDI étudiants qu'on a le samedi matin qui vont augmenter, et aussi les CDI seniors. Donc tout ça, c'est des contrats à temps partiel, et c'est surtout pour embaucher les gens avec dans l'espoir qu'ils ne restent surtout pas trop longtemps dans l'entreprise. Voilà, c'est un petit peu la façon, l'objectif que s'est fixé le réseau là pour les années à venir.
Autre phénomène, on a une multiplication, et ça fait le lien un petit peu avec la distribution, c'est la multiplication des créations de facteurs et de factrices guichetiers-guichetières, où en fin 2020, il y avait 1000 positions facteurs guichetiers, et l'objectif du réseau, c'est d'en créer, enfin du réseau et de la BSPC, donc la branche courrier-colis, c'est d'en créer 250 de plus cette année. Alors avec des conditions de travail qui sont aussi très très dégradées, où le modèle qui avait été présenté quand ça a été créé en 2015 est un modèle qui s'est beaucoup dégradé avec des conditions de remplacement qui sont quasiment inexistantes, un travail 6 jours sur 7 avec et surtout aucune revalorisation. C'est des gens qui restent sur des grades de 2-1 et qui ont où il n'y a pas beaucoup de perspectives, en tout cas pour le moment pour ces collègues-là. Après, ce qu'il y a de commun aussi, bien évidemment, aux deux branches, c'est les pressions. Les pressions, alors sur le commercial, ça fait quelques années qu'on le voit, et surtout ça monte vraiment, de manière très très forte. Et malheureusement, le plan stratégique, en tout cas comme il a été un petit peu présenté sur les branches réseau et banque, on voit bien qu'il va falloir vendre toujours plus de produits et de services avec une diversification entre guillemets qui va être demandée aux collègues, où aujourd'hui un chargé de clientèle, on va lui mettre la pression pour vendre toujours plus de produits bancaires, toujours plus de postes mobiles, et dans les centres financiers aussi, c'est des choses qu'on va leur demander. Voilà, donc on est très très loin du métier de base, et s'ajoute à ça la pression sur la conformité et le risque de sanctions, les menaces qui pèsent sur les collègues de ce point de vue-là. Donc voilà, ça fait beaucoup de pression à gérer, avec surtout toujours moins de personnel pour rendre des services. Donc pour une boutique qui se veut une banque assurance citoyenne, ne pas mettre les moyens pour pouvoir accueillir les clients, les usagers de manière convenable, on a un petit peu du mal à saisir le côté citoyen, surtout quand on sait la segmentation de la clientèle qui est pratiquée par la Banque Postale, et le fait qu'on traite mal et très mal les clients les plus précaires de la Banque Postale. Sur les métiers de conseil bancaire un petit peu plus spécifiquement, la Poste, le réseau, pour cette première année, a décidé de traiter, on va dire, le sujet de l'emploi de la ligne conseil bancaire de manière distincte. Donc elle le traite plus avec le réseau, elle le traite pas non plus avec la banque, elle le traite de manière un petit peu séparée, et finalement on se dit que c'est tout un symbole sur qu'est-ce que vont advenir les métiers de conseiller bancaire, où justement la limite entre les chargés de clientèle et les conseillers bancaires et les conseillères bancaires en bureau de poste est de plus en plus mince, et en même temps c'est des populations à qui aussi on met de plus en plus de pression. Les conditions de travail ont beaucoup évolué ces dernières années, avec une pression qui a en plus été accentuée par la crise Covid, mais sur la vente à distance, sur le télétravail aussi, mais qu'il fallait surtout pas appeler télétravail, donc sans en avoir entre guillemets les quelques avantages, et avec une pression qui est très 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 forte aussi. Et une des rumeurs entre guillemets qui fuite un petit peu dans les couloirs de la direction de la Poste, c'est que à terme la Banque Postale voudrait que les conseillers bancaires aillent recevoir des clients dans des points de contact. Donc ce serait plus dans des bureaux de poste, ce serait peut-être à l'épicerie du village ou dans l'arrière-boutique de la mairie entre guillemets. Et tout ça, donc c'est des métiers, alors pour le coup, que ce soit les métiers du conseil bancaire, mais aussi de chargé de clientèle, ou les métiers des services financiers, c'est des métiers donc qui évoluent très très rapidement, très fortement, où il y a toujours plus d'exigences, mais sans aucune forme de reconnaissance, parce qu'on a des grades qui ne bougent pas, une rému qui stagne complètement depuis des années, la rému fixe comme la rému variable d'ailleurs, où on est vraiment, alors pour les chargés de CLI sur quelques miettes, et pour les COBA une rému qui n'a pas été réévaluée depuis 6 ans maintenant. Et puis voilà, ce qu'on voit aussi globalement pour tous ces métiers, c'est que le Covid finalement a servi d'accélérateur pour tous les projets dégueulasses que la boîte avait un petit peu en tête depuis des années. Voilà, ça nécessite bien évidemment une mobilisation. Alors il y en a eu comme à la distri déjà quelques-unes. Il y a eu la mobilisation de nos collègues en Isère pendant quasiment un mois pour leurs conditions de travail et pour les emplois. On a aussi les collègues de la Basse-Normandie qui sont fortement mobilisés. Là, il y a la Gironde, donc pareil, un intersyndical qui commence à organiser des mobilisations dans les secteurs. On voit bien qu'on a toutes et tous de multiples raisons de se mobiliser, et effectivement
au prisme, on va dire, de la direction du réseau ou ce qu'il en reste et des services financiers, de s'organiser et de se mobiliser toutes et tous ensemble contre les projets néfastes de la Poste. Ok, Nico, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Rapidement, parce que c'est les comptes, et vous savez que les comptes, ça saoule un peu tout le monde. Après, cette année, c'est quand même assez caractéristique. On a d'abord, il y a premier effet, on en a parlé tout à l'heure, l'effet de la pandémie. Deuxième effet, l'effet de l'intégration de la CNP à la Poste, avec, il faut bien le dire, la prise de contrôle de la Poste de 70% du groupe La Poste par la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas forcément quelqu'un de très philanthrope. Hein. On l'a vu encore récemment, vous avez vu les articles dans Mediapart où ils se sont bien arrosés avec de l'actionnariat, des dividendes, etc. Le président de la Poste qu'on a cité tout à l'heure parle souvent d'opportunités fabuleuses de la pandémie. Évidemment, ça a été une opportunité pour se développer sur le colis, l'Express, etc., qui ont fait des bons chiffres, mais par ailleurs, alors d'accroître la précarité, accroître la sous-traitance et surtout faire un test grandeur nature, ce que vient de dire Marie, sur le service public, ce dont on peut se passer, comment on peut fermer des bureaux, comment ils rouvrent pas, etc. Même chose sur les tournées de facteurs, etc. Même chose sur le télétravail, où on est passé d'à peu près 2800 télétravailleurs à plus de 40 000, les surfaces immobilières restituées, j'en passe, et des meilleurs. Donc tout ça, ça a des effets sur le compte, sur la manière dont le groupe s'oriente, d'où ce fameux plan stratégique, d'où notre présence ce soir. Précisément sur les comptes, plus précisément, on a eu un vrai tour de passe-passe cette année, avec une espèce d'hallali sur le secteur du courrier, où on a avoué vraiment, on l'a rendu quasiment invivable, c'est-à-dire en regardant que les mauvais côtés, en disant que ça coûte cher, en disant qu'on a perdu de l'argent, etc. Après, en gros, le courrier, on va dire qu'il a perdu 1 milliard. Le chiffre d'affaires du courrier, en gros, c'est 10 milliards. Il a perdu 1,5 milliard. Mais sur ce 1,5 milliard, il y a un truc très simple, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle une dépréciation d'actifs de 900 millions. Ça veut dire que les centres de tri qui sont aujourd'hui dans la rue, les plateformes de courrier qui sont dans la rue, qui sont là, qu'on voit, et ben du jour au lendemain, elles ont perdu une grosse partie de leur valeur. Une plateforme de courrier qui valait 300 millions hier soir, et ben la Poste considère qu'elle vaut 30 millions aujourd'hui. Et elle a intégré dans ses écritures les moins de 170 millions de cette plateforme de tri qui a perdu d'argent. Donc bon an, mal an, on arrive à près d'1 milliard, qui n'a rien à voir avec l'activité des factrices et des facteurs, qui n'a rien à voir avec on va dire le cash qui rentre à la Poste. C'est un jeu d'écriture. Ça, on le dénonce assez fortement, comme par ailleurs aussi de mettre... on a vu qu'il y avait une très forte augmentation de ce qu'on appelle les charges opérationnelles. Évidemment, plus on sous-traite, parce qu'il y a du volume et qu'on ne veut pas recruter, c'est pas de l'emploi ferme, et ben plus ça coûte cher. Je donne un exemple, Chronopost par exemple, qui a un chiffre d'affaires de vente, hein, le chiffre d'affaires c'est ce qu'on vend d'1,5 milliard par an. Chronopost est à peu près à 600 millions tous les ans pour payer les sous-traitants. On imagine ce que ça fait 600 millions en emploi, on doit être autour de 8 à 9 000 personnes. Donc on a un peu cette gymnastique de la direction de la Poste, d'une part pleurer, vraiment vendre la peau de l'ours par rapport au courrier, et d'un autre côté dire qu'il y a des pistes magiques, des solutions magiques sur la banque assurance, sur la croissance internationale, etc. Côté croissance internationale, il y a un truc assez clair, c'est qu'on a à peu près acheté tout ce qu'il y avait à acheter. La dernière acquisition en date, c'est BRT, c'est le premier opérateur d'express italien, c'est à peu près le volume de Chronopost, acheté 1,5 milliard. Tous les ans, il y a à peu près 1,5 milliard à 2 milliards qui partent en acquisition, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le cœur de métier de la Poste, c'est-à-dire le service public. Donc vous voyez où je veux en venir. On a un groupe qui est devenu une multinationale, qui achète à droite à gauche en disant que c'est la seule manière de soutenir, de subvenir aux besoins du service public. C'est un choix, hein. Au lieu d'investir dans le service public, sa qualité, voire des nouveaux services publics en France, on investit ailleurs, dans des opérations qui sont pas très reluisantes, hein, puisque c'est surtout basé sur la sous-traitance. Donc on est un peu à la croisée des chemins, on va dire, avec ce plan stratégique, où clairement ils veulent continuer à faire une politique de croissance, d'acquisition sur les années à venir, avec en gros on continue autour d'1 milliard, 2 milliards d'investissements par an, versus nous ce qu'on défend plutôt, c'est un modèle où cette croissance qui est déjà au taquet, on va dire, hein, je dis qu'il n'y avait plus grand chose à acheter en Europe, cette croissance, on retourne un petit peu ses fruits et on les met au service de la collectivité.
au service du grand public, au service des entreprises, de la population, de toute la comment dirais-je, les usagers de la Poste avec un grand U majuscule. Donc en alternative, évidemment, il y a des inquiétudes parce que, alors on le voit un petit peu du côté des élus. La semaine dernière, il y a eu une conférence avec le Sénat qui posait un peu les questions sur le financement des missions de service public. Donc là, en gros, la Poste, c'est la Poste, hein, c'est pas nous, estime qu'il y a à peu près 850 millions d'euros de pertes sur les missions de service public. La principale perte, on va dire, il y a l'aide à la presse tous les ans, entre 200 et 300 millions d'euros tous les ans, la Poste en est de sa poche. Ça marchait quand le prix du timbre était rentable. Moi, on n'avait pas trop de soucis à Sud PTV en disant c'est normal, le service public gagne de l'argent, et on favorise la culture. Ça marche moins quand c'est plus rentable et surtout quand les GAFA, vous avez vu comment ça se passe, sur la première page d'Orange, la première page de Facebook, de Google, il y a des informations qui sont republiées, qui sont rediffusées, etc. Il me reste combien de temps? 1 minute. 1 minute, ok. Donc je vous le fais très vite. On n'est pas à court d'idées sur PTT, c'est pas le statu quo et on a des alternatives où tout cet investissement, c'est fruit. Le fruit d'investissement en ce moment, c'est des dividendes. Donc les dividendes, il y a à peu près 300 à 350 millions d'euros par an qui sont censés remonter vers la Caisse des dépôts et l'État. La Caisse des dépôts et l'État étant des institutions publiques, on ne voit pas pourquoi les dividendes ne sont pas redistribués au personnel, pourquoi pas, au service public, encore plus. Donc on a vraiment des sujets sur ça. Comment dirais-je, transformer la stratégie d'investissement de la Poste dans un cercle vertueux où les fruits, vraiment, reviennent vers la Poste et qu'on arrête d'investir partout et qu'on commence à investir sérieusement sur des alternatives précises. Voilà, je ne vais pas être plus long, on va pas... Non, c'est parfait. L'idée, c'est Yann pour conclure et après, on fera les interventions et les questions. Oui, en conclusion... dire en conclusion très provisoire, parce que là, on a essayé de dresser un petit tableau synthétique et pas trop long, de ce qui nous attend quand même dans le groupe. Et en fait, la seule réponse qu'on puisse apporter, et ça c'est une évidence, c'est la lutte. C'est la mobilisation des postiers, postières, parce qu'en dehors de ces schémas-là, on peut dire ce qu'on veut. Si on s'adapte au projet de la direction, c'est quand même la fin des métiers tels qu'on les connaît, c'est la fin des CDI, c'est la fin du facteur titulaire, c'est la précarité à outrance à tous les niveaux, c'est le commercial qui gagne. Et ça, clairement, là, et puis surtout, c'est les charges de travail qui augmentent, parce que ce qui est merveilleux quand même dans cette affaire, c'est que on pourrait penser que, vu qu'il y a moins de courriers, les factrices facteurs travaillent moins, vu qu'il y a moins de fréquentation dans les guichets, que tout le monde travaille moins, puisqu'il paraît que l'activité décline. Or, bizarrement, ce n'est pas ça qui se produit. Ce qui se produit, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la productivité par personne, elle augmente et que la pression, elle se fait de plus en plus forte sur les factrices facteurs. Et donc, clairement, ce qu'on pose dans le paysage en tant que fédération, là pour le coup, c'est la grève. C'est un mouvement global des postiers postières. Donc, et ça, a priori, ce serait quand même le plus rapidement possible. C'est évident que là, les 1000 réorganisations à la distrie dont on parlait tout à l'heure, le tableau est assez simple. On a la moitié avant l'été, la moitié après. Donc, on sait que si on arrive à la fin de l'année sans qu'il y ait eu de réaction globale, on se sera fait laminer dans ce secteur. On sait que les bureaux, là, et là, il suffit de regarder la presse régionale, il y a des bureaux qui ferment toutes les semaines, souvent dans les régions rurales. Et ça, on ne peut pas laisser passer. Il ne faut pas laisser passer. On a autre chose à faire que marner pour que nos petits camarades patrons qui pensent à la future privatisation ou surtout au cash, qu'on les laisse faire. Donc la question là, qui se pose, c'est comment on peut réagir. Je vais balayer un truc assez rapidement, mais je pense qu'on communiquera. On ne l'a pas fait beaucoup, mais on s'est adressé à toutes les autres organisations et ce n'est pas pour faire, pas pour être boutiqué. Ce n'est pas pour dire, Sud, on est vachement bien et les autres, ils sont tous vilains, même s'il y en a qui sont parfois vilains. Le truc, c'est, en fait, on a fait plein d'adresses à d'autres organisations, entre autres à celles qui nous ressemblent le plus, à la CGT, pour essayer d'initier un combat commun. Et il se trouve que là, pour l'instant,
qu'on trouve porte close. Donc, on espère que ça va changer parce qu'il y a une nécessité objective. Voilà, on est face à un truc et là, il ne faut pas se payer de mots, mais quand même, les mots comptent. On a une attaque historique contre tous nos métiers. Et là, il faut qu'on réagisse. La Poste et l'État, main dans la main, se préparent à nous construire un joli cercueil et à nous faire disparaître à terme, puisque leurs objectifs, ce n'est sûrement pas le service public postal. Donc là, la question, c'est comment on fait. Et c'est cette question-là qu'on met sur la place publique. On n'est pas les seuls, évidemment. Et il y a des initiatives. Bon, il y a la fédération et les fédérations qui peuvent avoir un petit impact. Mais il y a des initiatives locales aujourd'hui dans le paysage qui existent et qui ont le mérite d'exister et qui pourraient être le début d'une réponse. Je pense au 92, par exemple, où il y a une intersyndicale CGT-FO Sud là, qui lance un appel le 16 mars. Il y aura une reconductible a priori le 17 mars, en tout cas l'initiative de la CGT et de Sud. Peut-être qu'il y aura des préavis sur Paris, mais bon, après, on verra ce que ça donne. Ça, c'est une initiative. Il y a le 27 mars en Gironde. Il y a ce qui se passe à Fougères en ce moment. Il y a ce qui se passe à Daumont, dans le 95, où il y a des factrices, facteurs qui sont en grève depuis plus d'une semaine. Et on sait que là, il va falloir qu'on s'y mette à un moment. Donc, la question, là, on n'est pas là pour discuter d'une date, évidemment, même si on pense qu'il en faudra une à relativement court terme. Parce que ça, on en discutera, avec nos structures, en l'occurrence. Mais c'est évident que là, notre problème, ça va être comment on construit la riposte. Et c'est ça qu'on met en débat, là, puisqu'on a un certain nombre de points d'achoppement, on va dire, de trucs qui font discuter les collègues. On le sait, par exemple, la prime. Là, le coût de l'intéressement à zéro, c'est quand même merveilleux. Je veux dire, après toutes les louanges qu'a tressé la direction sur le merveilleux travail des postiers et des postières pendant la crise Covid. Sauf que là, la récompense, c'est bulle. Ça, c'est un des aspects qui peut effectivement faire réagir les collègues. Mais au-delà de ça, on a un plan qui est un plan patronal ultra offensif et il faut qu'on arrive à y mettre un stop. Parce qu'on sait qu'en plus, on a le soutien de la population, on a le soutien même d'un certain nombre d'élus qui peuvent à l'Assemblée voter pour, d'un côté, lever la main pour dire oui, c'est bien de privatiser les services publics parce que ça sera vachement plus efficace. Et puis de l'autre, le jour où leur bureau ferme, le bureau de poste ferme dans le village ou dans la ville, et protester. Donc ça, on a des points d'appui. Et là, ce qu'on a envie de discuter, c'est aujourd'hui la riposte. Comment on fait? Est-ce que vous avez des propositions? Quel est l'état de vos secteurs? Et puis, surtout, comment on construit l'unité la plus large possible autour de la bagarre. Et je m'arrêterai là en laissant la parole donc, à nos auditrices, auditeurs. Je dis un passant quand même. Là, sur le Zoom, il y a moins de gens que sur le Facebook. Donc, il n'y a que les gens en Zoom qui peuvent prendre la parole. Et j'invite, alors là, je le dis parce que, évidemment, je ne sais pas, on ne connaît pas tout le monde sur le Zoom. Mais s'il y a des gens qui sont en situation de précarité, parce que je n'en ai pas parlé, mais il y en a un certain nombre. D'ailleurs, on aurait pu faire un topo sur le chômage à la Poste. La Poste a provisionné 20 millions cette année en prévision de l'augmentation du nombre de chômeurs. Et on sait qu'il y a des centaines de chômeurs, chômeuses qui sont issus de la précarité à la Poste, qui se retrouvent sans rien là, pendant des mois parce que le service part à volo, parce que le service est minimum. On aurait pu faire un topo en soi là-dessus, mais j'invite les gens, s'il y a des gens qui sont en précarité et qui veulent s'exprimer, ils peuvent le faire. Mais je les invite à couper leur caméra, ça ne nous posera aucun problème, puisque là, on sait que la boîte va regarder, la direction va regarder, et vu l'ambiance générale, parce que je n'ai pas parlé de la répression, mais on aurait pu aussi en faire un topo complet là-dessus. Aujourd'hui, une boîte à l'attaque, c'est une boîte qui réprime, et donc j'invite ceux qui veulent prendre la parole et qui sont en situation de précarité à le faire, mais un visage couvert, c'est plus prudent. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des inscrits, mais je laisse la parole à l'animation. À la salle. Bon, ouais, non, merci Anne. Non, on a pour le moment Magali qui est inscrit. On a un certain nombre de questions dans le chat ou sur Facebook qu'on va regrouper. Donc, je propose de laisser la parole à Magali. Et honnêtement, n'hésitez pas à vous inscrire maintenant parce que l'idée, y compris, et c'est pas seulement ce qu'on a commencé en retard, l'idée, c'était pas forcément faire trop long en fait. Parce qu'y compris, c'est pas forcément le support le plus agréable. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire maintenant
pour ceux qui souhaitent le faire. Et donc la parole est à Magali qui a levé la main. Oui, alors je ne sais pas, techniquement, je ne sais pas si vous m'entendez là. C'est parfait, vas-y. Ok, donc bonjour à tous, je suis Magali Louvet du syndicat Sud du Calvados et nous avons, je veux témoigner sur ce que nous avons mis en place chez nous. Donc ça a démarré en tout début d'année où ils ont commencé à ne plus remplacer les absences. Et donc, on a eu plusieurs secteurs qui se sont trouvés en souffrance. Donc là, on a organisé sur un secteur 2 mardis de suite de grève. On a été reçu par la direction qui n'a absolument pas fléchi. Donc là-dessus, un autre secteur s'est mis en grève. Et donc là, on s'est dit, hop, 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 on va essayer de monter une intersyndicale. Donc, nous avons monté une intersyndicale en démarrant par une journée de grève, mais on avait bien dit aux agents en amont. Donc, on est allé les voir dans la semaine qui a précédé la grève. On s'est séparés avec toute l'intersyndicale sur les 3 départements et nous sommes allés voir quasi l'intégralité des agents. Donc, pour les motiver et aussi pour leur expliquer, parce que beaucoup ne voient pas l'intérêt d'une grève parce qu'ils pensent que la direction ne fléchira jamais. Donc, on a dit que chacun devait faire sa part des choses, c'est-à-dire que nous, en tant que représentants du personnel, bien évidemment, on allait tenir un cap, mais que eux, il fallait aussi qu'ils fassent une part du boulot, c'est-à-dire en nous montrant et en montrant à la direction qu'ils étaient capables de se mobiliser. Et donc, sur cette grève, cette journée de grève, on a eu plutôt des bons chiffres puisque 63% du personnel était en grève et 60% des bureaux étaient fermés. Donc, évidemment, pas les chiffres de la direction. Hein. Ça, c'est nos chiffres après analyse. Donc, là-dessus, on s'est revu entre les organisations syndicales et on a mis en place un cap. Et évidemment, on communique avec les agents sous le nom de l'intersyndicale. Donc, on a communiqué aux agents le cap. Et ce cap, il est très simple. Nous avons envoyé des mails à tous les élus, maires, sénateurs, députés. Nous avons envoyé des courriers à un grand nombre de partis politiques. Et là, ça bouge vraiment, vraiment, parce que maintenant, on est carrément sollicité par les mairies, notamment, pour aller leur expliquer la vérité des prix, quoi, parce que les transformations se basent surtout sur d'énormes mensonges de la Poste, hein, vraiment d'énormes mensonges. Et sur notre direction régionale, la direction est déjà très en colère, notamment contre Sud, parce qu'on a déjà évité des transformations, c'est-à-dire des bureaux qui étaient voués à être fermés, à devenir des APC. Ça ne s'est pas fait. Donc, plus ils sont énervés, plus on se dit qu'on est sur la bonne voie. Par contre, on est absolument sûr, c'est ce que j'entendais de votre intervention tout à l'heure, c'est que les mobilisations des agences sur les grèves, si derrière, il n'y a pas d'autres actions de la part des syndicats, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà où on en est aujourd'hui et ça marche plutôt pas mal. Nickel. Eh bien, écoute, plutôt bonne nouvelle. Vincent de la CGT CGT FAP 78. Vas-y, Vincent. Il n'y a pas de son. Vincent. Ah. Non, on t'entend toujours pas. Ce que je propose, c'est que... Ouais, fais étoile 6. Bah non, c'est par Zoom, donc il n'y a pas besoin de faire étoile 6. Ça, c'est pour s'il y avait des gens connectés par téléphone. Bah, refais un petit test. Ce que je te propose, le temps que tu essayes de te reconnecter, que le micro remarche, il y avait 2-3 questions sur Facebook et des remarques, hein, notamment sur la question des... mais qui étaient un peu évoquées, hein, mais qu'on fera, je pense, en conclusion, sur les stratégies de lutte avec des réorganisations qui ne sont pas en simultané, la question qui revient régulièrement sur pourquoi attendre la réorganisation pour se mobiliser. Il y avait y compris des questions sur les phares,
Donc voir si les camarades peuvent répondre là-dessus. Il y a quand même pas mal de questions là sur Facebook sur tout ce qui est dépression, les difficultés au travail, les histoires de management, et une question aussi sur le nombre, mais qui reprend un peu là ce que vient de dire la copine de Basse-Normandie, sur le nombre de fermetures et de points d'enseigne. Donc on va retester si Vincent a réussi à reprendre un micro, ou sinon je propose soit la question côté réseau sur les fermetures de bureaux, et après la question sur le courrier, sur les phares et sur les réorgs et les possibilités et les capacités de mobilisation avant la réorg. Donc je propose, vu qu'on n'entend pas Vincent là, le revoilà. Peut-être. Ouais, vous m'entendez là? Ah, c'est parfait, vas-y. Okay. Non, je voulais intervenir rapidement. En fait, du coup, moi, je milite dans les Yvelines et en fait, essentiellement sur ce qu'a dit Yann là, pour conclure. Moi, je pense évidemment aussi que ça va en passer forcément pour arriver à stopper toutes ces réorgs et ces 1000 réorgs dans le pays. On ne peut pas faire l'économie d'une lutte collective et en tout cas de tenter de la construire, quoi. Après, du coup, nous, dans les Yvelines, on est dans une situation un peu difficile au niveau militant pour pas mal de raisons, notamment une raison, je fais un petit peu de pub au passage, mais parce que moi, la boîte a demandé le licenciement à mon encontre, et d'ailleurs, il y aura une manif du coup le 10 avril. On a choisi de faire ça un samedi matin, du coup le 10 avril, de la gare de Saint-Quentin en Yvelines. Et du coup, mais après voilà, malgré en fait le fait qu'il y ait très très peu de militants qui puissent aller faire sur les sites, faire des prises de parole, etc. Nous, il y a quand même la CGT qui a déposé un préavis départemental là, pour le 16, pour mardi. Et moi, j'ai par exemple des collègues aujourd'hui qui m'ont dit sur des petits sites, par exemple sur un îlot, sans qu'il y ait la moindre intervention, on sera 7 en grève mardi, par exemple, ce qui est quand même rarissime, quoi. C'est-à-dire qu'on peut constater que les bureaux où il va y avoir des réorgs, il y a une colère importante et il y a moyen, à mon avis, de construire un mouvement national qui permette de gagner, en tout cas de les faire reculer sérieusement. Et en tout cas, ça doit être notre but à tous, à mon avis, hein, c'est de tenter de construire des luttes, que ce soit à la distri ou au réseau, de se regrouper tous ensemble et de frapper fort au même moment. Et du coup, de commencer là par le 16, en tout cas en région parisienne, il y a quand même pas mal que ça soit en intersyndical ou dans certains départements, la CGT toute seule ou Sud tout seul. Il y a quand même pas mal de départements qui appellent à la grève mardi et ça passe par là dans un premier temps, quoi. Voilà. Ouais. Il y a Xavier qui est inscrit pour le moment. Je propose de voir avec Marie pour faire les réponses sur les fermetures enseignes, bureau de poste et sur les phares. Et après, ça sera donc Xavier qui peut se préparer. Ouais, alors pour commencer sur les phares, donc c'est les facteurs appui réseau. Alors c'est un truc qui avait été testé il y a quelques années maintenant dans certaines directions. Alors c'est un peu le pendant des facteurs factrices guichetiers, mais plus pour l'urbain ou le périurbain. Où à peu près la fiche de poste entre guillemets c'est faire la tournée alors le matin ou l'après-midi et le reste de la vacation aller tenir une position dans un bureau de poste. Alors pour le coup la différence avec le facteur guichetier c'est que c'est pas en milieu rural et que du coup le collègue ou la collègue est pas seul, il travaille avec d'autres chargés de clientèle du réseau. Donc là on est sur ces positions de travail un peu hybrides mais un peu comme les facteurs guichetiers en fait, hein. Où alors la boîte vend le truc aux collègues sur le côté, ça vous fera une passerelle pour aller au réseau puisque on a quand même beaucoup de collègues qui envisagent ou qui espéreraient passer au réseau pour pouvoir se sortir des conditions de travail qui sont difficiles. Alors au réseau elles sont pas plus faciles mais peut-être que physiquement c'est moins, c'est pas les mêmes contraintes, on va dire. Voilà, c'est pas plus facile mais c'est pas les mêmes contraintes et donc la boîte vend un petit peu ce truc-là sous couvert de belles promesses aux collègues qui pourraient être intéressés par la fonction.
Et encore une fois, c'est au détriment des emplois qui sont au réseau, parce que bien évidemment, alors facteur appui réseau, on a l'impression qu'il va venir aider, compléter finalement les chargés de pli qui sont dans les bureaux de poste, sauf que c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est que ça vient, on va supprimer une position de travail d'un chargé de pli, peut-être même sur un temps complet, et donc voilà, ça vient en fait, on se met en concurrence finalement branche contre branche sur des trucs comme ça. Après, sur le réseau des bureaux de poste et le maillage des bureaux de poste qui a été bien attaqué, à titre d'info, en 1994, il y avait quasiment quasiment 14 000 bureaux de poste de plein exercice. Aujourd'hui, donc il en reste plus un tout petit peu plus de 7 500. Donc c'est plus quasiment 6 300 bureaux de poste qui ont été supprimés, avec en plus dans ces 7 500 bureaux de poste qui restent des facteurs guichetiers, des MSAP aussi, voilà, donc il y a quand même des nouveaux concepts ou de nouveaux modèles de bureaux de poste, et tout le reste, donc c'est devenu des agences postales communales, des relais postes commerçants qui bien évidemment n'offrent plus, où le service rendu est pas le même, et surtout c'est plus des postières et des postiers, donc c'est des emplois qui sont supprimés. Et ça n'en crée pas forcément. Voilà, les relais postes n'embauchent pas une personne pour occuper la position entre guillemets. Les mairies n'embauchent pas spécifiquement non plus. Donc voilà, donc c'est vraiment ces 6 300 bureaux qui ont disparu et autant d'emplois, si ce n'est plus, juste par la transformation du maillage des bureaux de poste. Ok, merci. Xavier. Salut les camarades. Écoutez, bonjour tout le monde. En introduction, les camarades, vous avez bien décrit le plan de la direction de la Poste, les évolutions du groupe, j'ai envie de vous dire, vu d'un point de vue global, du point de vue de la direction. Je pense que ce qu'il faudrait ajouter dans le tableau général, c'est que l'état d'esprit des postières et des postiers, en tout cas pour ce qu'on peut en voir dans le 92, et peut-être un tout petit peu plus largement, c'est qu'il y a un petit changement d'état d'esprit. On avait vu au moment du déclenchement de la pandémie des droits de retrait en masse, il y a les réorganisations, tout ça a un impact. Et alors j'aurais peut-être une toute petite nuance avec ce que disait Vincent de la FAPT. Je ne pense pas qu'une mobilisation majoritaire, une grève générale postale soit à l'ordre du jour immédiat. Il n'y a pas encore la motivation pour ça. Mais il y a une colère très forte, une colère vraiment très forte et qui touche même des secteurs parmi nos collègues qui étaient proches de la direction et qui se tournent vers nous, qui tendent une oreille vers nous. Et cette colère, par exemple la question de la prime d'intéressement, ça agace et ça énerve énormément. Hein. Je pense qu'on a été nombreux et nombreux à le voir. Il y a un état d'esprit, il y a une colère qu'il n'y avait pas avant. Est-ce que ça veut dire que tout de suite, on peut passer à l'appel à la grève générale reconductible? Non. Mais est-ce qu'on doit prendre des initiatives? Oui. Et pas les mêmes qu'auparavant. Nous, on voulait insister sur cet état d'esprit-là et sur 3 initiatives qui nous paraissent importantes à des niveaux un peu différents. Alors, bien évidemment, il y a la grève et la manifestation vers le siège national du 16 mars. Vous le savez, c'est une intersyndicale, CGT Sud-FO. C'est quand même assez exceptionnel. Enfin, on était à couteau tiré entre organisations. Et aujourd'hui, il y a un véritable travail intersyndical. On en est étonné nous-mêmes. L'importance de ce qui va se passer, c'est le fait d'avoir quelque part eu cette intersyndicale et d'avoir visé le siège national qui a probablement donné envie à d'autres camarades du 95, du 78, du 93 avec une intersyndicale, là aussi FO CGT Sud. Je crois que ça a été dit en introduction, dans le 93. À Paris, dans quelques bureaux, les informations qu'il y a par le biais de la CGT, c'est qu'il y aurait une 50aine de camarades qui seraient mobilisés peut-être en manifestation avec nous. On verra la réalité des prix. Mais on peut avoir une manifestation intersyndicale et qui soit pas, qu'on sorte de la fragmentation bureau par bureau, département par département, syndicat par syndicat, qui est une fragmentation qu'on connaît à la Poste depuis des décennies. Beaucoup de grèves, beaucoup de luttes, mais très fragmentées. On peut-être commencer à sortir de ça. Et on vous le dit, ce qu'on discute,
Parce qu'on sait très bien que le 16 mars, on pense que les fédérations, y compris la Fédération Sud, devraient appeler. Il est encore temps jusqu'à ce soir minuit pour déposer un préavis de grève. Mais en réalité, ce serait juste de donner une bien plus large publicité qu'à l'heure actuelle à cette date-là et d'appeler à la grève, pas en pensant que on sait que tout le monde ne pourra pas se mettre en grève le 16 mars, c'est évident. Mais plus cette grève et cette manif sera importante, plus elle mettra en débat quoi. Nous, on est en train d'en discuter dans l'intersyndicale. C'est d'une prochaine date de grève en avril. Pourquoi en avril? Parce que les réorgs, elles commencent. Hein. Si on se réveille pour une date de grève nationale, une fois qu'il y a 30 ou 40 ou 50% des réorgs qui sont passés, on aura une bataille qui sera dans des conditions infiniment plus défavorables. Donc oui, c'est ce qui se discute dans notre intersyndicale. On espère être en capacité le 16 de faire des propositions dans ce sens-là. Ça se discute aussi au niveau de la CGT. Donc il faudra prendre et que tout le monde prenne ses responsabilités. Nous, on les prendra. Mais il faudra appeler à la grève. Et on pense que ça doit être sur un tempo relativement rapproché. Et on espère qu'il permettra à un maximum de camarades de s'y joindre, en tout cas plus que le 16 mars. On pense que c'est possible de franchir une étape et d'avoir un appel réellement national. Deuxième initiative, et j'irai très vite sur la deuxième et la troisième. La deuxième initiative, c'est l'initiative des camarades de Gironde, le 27 mars. C'est pas exactement la même chose, c'est un samedi, mais les camarades de Sud et de la CGT, c'est pas un one-shot. Ça fait des mois qu'ils travaillent ensemble en commun. C'est une situation difficile, qu'ils réussissent à partir d'une situation. Je ne veux pas parler à leur place, mais en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont fait part de ça. D'ailleurs, ils sont inscrits après. Donc voilà, ils le diront mieux que moi. Direct au point 3, et voilà. Comme ça, donc pour son point 3. Oui, j'allais juste dire une phrase, c'est que ça vaut le coup aussi qu'il y ait une forme de soutien et d'appel national à envoyer un maximum de délégations le 27 mars. Et dernière chose, il y a un réseau militant de postiers et de postiers large, hein, CGT, Sud, non syndiqués, bon. Là aussi, ça vaudrait le coup que toutes les organisations syndicales locales, nationales, les fédérations s'y impliquent. Voilà, on ne fait pas des tours de magie, avec ce réseau, on ne transforme pas le plan en or, mais le débat aujourd'hui sur la nécessité d'une grève nationale et de donner des dates, de donner des échéances, c'est d'avoir un plan, pas simplement d'en rester à l'affirmation d'une nécessité, on va dire, générale, même si c'est bien. Et cette nécessité-là et le fait de faire des propositions, j'ai envie de dire chiffrées, datées, et d'aller de l'avant, on la partage aujourd'hui avec un certain nombre de camarades et on aimerait la partager avec un maximum. Voilà, merci, désolé d'avoir été un peu long. Il n'y a pas de mal. Willy pour le 33. Ouais, vous m'entendez ou pas? Ouais, on ne voit pas, mais on t'entend bien. Ok, ça marche. Je ne sais pas comment on active la vidéo, mais parce que c'est l'animateur qui a arrêté la vidéo, alors je ne peux pas l'activer, voilà. C'est Zoom qui m'a dit ça. Bon, bref, peu importe. Je vais te la réactiver. Ouais, ok. Je ne sais pas si je dois faire quelque chose ou pas. Je commence, hop, démarrer. Bon, mais sinon, tu peux commencer. Ouais, hein. Voilà, parfait. Donc, ouais, juste pour dire que nous, donc, on appelle à une date de mobilisation le 27 mars en Gironde. Donc, on fait le tour des bureaux, on travaille en intersyndical avec la CGT. Effectivement, on y travaille depuis plusieurs mois, Xavier l'a dit, voire plusieurs années, en fait. Ça prend énormément de temps de préparer une intersyndicale pour être au plus proche, en fait, de la réalité de ce que veulent nos collègues. Donc, moi, je profite juste de la plateforme là, et puis de l'écoute qui est faite pour dire, les collègues, il faut absolument réagir rapidement. Ça fait 1 an depuis le début de cette crise sanitaire où on se rend compte en fait, qu'il y a une situation propice à renverser la table de manière extrêmement compliquée, mais il faut le faire puisqu'en fait, il y a plein de choses qui ont été remises sur la table, notamment le caractère essentiel des métiers qu'on pratique. Donc, si on est si essentiel que ça, on doit remettre en fait, tout un tas de choses sur la table et on voit qu'en fait, face à cette espèce de blocage qu'il y a eu du gouvernement, des différentes entreprises, etc., en fait, on a pas peu bougé, pas assez bougé. Et du coup, en fait, on se retrouve avec la Poste aujourd'hui qui fait rouleau compresseur et qui est encore plus violente, encore plus autoritaire, encore plus agressive qu'à son habitude. C'est-à-dire que tant qu'on ne lui mettra pas des bâtons dans les roues, des freins pour empêcher cette politique de merde, elle continuera quoi qu'il arrive. Donc, il faut absolument qu'on lui oppose quelque chose de franc
et le plus large possible. Maintenant, moi, je ne crois pas que ça puisse venir des fédérations et de manière descendante. Maintenant, je rejoins Xavier, il y a besoin d'une coordination, il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui se prépare et qui se profile, et c'est ça, ce rôle-là que doivent jouer les fédérations. Mais si les fédérations jouent ce rôle-là et que les syndicats départementaux ne suivent pas et que les collègues ne suivent pas, ça n'aura de toute façon aucun impact. Donc, c'est aux équipes locales de faire le travail et de proposer aux collègues. Nous, c'est ce qu'on dit tous les jours aux collègues, et on l'a redit encore ce matin. Les collègues nous ont dit, mais de toute façon, ça ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas de truc national. Et on a dit en fait la même chose qu'on dit à chaque fois, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'action nationale tant qu'il n'y aura pas des brasiers un petit peu partout qui se déclenchent. Johnny de la CGT FAPT 33 a une très bonne métaphore là-dessus, justement celle d'un feu de forêt. C'est-à-dire qu'un feu de forêt qui ne part que d'un seul endroit ou de 2 ou 3 endroits, il peut être contenu par les pompiers. En l'occurrence, les pompiers, c'est la direction. Ça me fait un peu chier de leur donner ce rôle-là parce qu'ils ne méritent pas ce prestige-là, mais malgré tout, c'est l'idée de la métaphore. S'il y a des brasiers un peu partout, ça devient très difficile d'arrêter, voire c'est inarrêtable. Donc on invite tous les camarades, tous les collègues à bouger dans les différents départements, à tenter des choses, à tenter des expériences. Nous, quand on est parti sur la date du 27, on était un petit peu exaspérés en fait, par les méthodes de la Poste. On se disait, mais est-ce que ça peut vraiment marcher aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas tous et toute la tête dans le sac? Eh bien non, en fait. Eh ben non, en fait, on a remarqué que, comme disait Xavier, il y a une situation très compliquée en Gironde où la Poste avance vraiment très, très, très violemment. Et en fait, on se rend compte que les collègues répondent présents. C'est-à-dire que sur quasiment tous les bureaux où on va, on a des collègues qui disent « oui, effectivement, il faut bouger. Oui, la situation, elle n'est pas tenable. Et oui, on sera là le 27. » Parce que c'est juste pas tenable de continuer comme ça. Donc, je dirais aux collègues, tentez des choses chez vous. Et même si ça n'a pas la portée que vous espériez, ce n'est pas grave. On doit de toute façon tenter des choses. Même si on se vote, qu'est-ce qu'on a à perdre de plus que ce qu'ils vont déjà nous faire perdre si on ne fait rien? Donc, il faut absolument tenter des choses et effectivement dans un délai qui est le plus court possible. Je pense que le mois d'avril ou le mois de mai, mais vraiment au plus tard, et comme l'ont dit les autres personnes qui sont intervenues, si on attend trop longtemps, on va se faire tondre encore plus et on ne pourra plus réagir. C'est-à-dire que plus on va retarder, plus ça va être compliqué. Avançons toutes et tous en même temps. Nous, le mouvement qui s'initie le 27 mars, ce n'est pas dans l'idée d'une reconductible, mais c'est dans l'idée de rallumer un feu. On a besoin que les feux autour se rallument. Si jamais il y a des mouvements qui se lancent dans d'autres départements, nous, on est intéressés pour venir. Il y a des facilités qui sont données par la Fédération Sud-PTT pour les différents syndicats départementaux pour aller à Paris le 16. Venez à Paris le 16. Même si c'est une, même si c'est deux, même si c'est 3 personnes, venez à Paris le 16. Nous, en Gironde, on a décidé d'envoyer une délégation à Paris le 16. Venez le 27. Venez à Bordeaux, s'il vous plaît. Venez en Gironde. On a besoin de vous, on a besoin de vous voir. Et si vous avez des initiatives dans vos départements, prévenez-nous et on viendra. Il faut absolument qu'on se coordonne et qu'on lance des choses. On est vraiment au pied du mur, donc on n'a pas d'autre choix que d'agir. Et vraiment, je dis ça pour vous rassurer, en fait, les collègues sont prêts à bouger. C'est difficile, c'est violent, c'est compliqué, mais ils sont prêts à bouger. Parce que tout le monde voit bien qu'on est en train, on a la tête dans l'eau et on est en train de nous l'enfoncer encore un peu plus chaque jour. Donc voilà, je pense que tout le monde est conscient de ça. Et malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, on doit tenter des choses. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Merci à toutes et à tous. Bon courage et on se tient à disposition de n'importe quel syndicat départemental qui aurait besoin de coups de main sur quoi que ce soit. Ok, merci Willy. Ce que je propose là, vu qu'il n'y a plus d'inscrits, c'est que les camarades là par métier fassent un premier jeu de réponse et qu'Yann après pourra conclure cette première. Donc sur toute la partie réseau banque, il y avait des questions sur les MSAP, des questions sur les réorganisations qui ne disent pas leur nom, parce qu'on voit bien qu'à côté courrier, après bon, Eddy, je pense, précisera sur le calendrier, mais il y a pas mal de remarques là sur Zoom ou sur Facebook sur au réseau les réorganisations qui ne disent pas leur nom, sur la question y compris des pressions commerciales de plus en plus importantes, de la précarité dans les bureaux, et y compris, mais ça a été dit aussi par plusieurs intervenants, sur le rôle de l'encadrement qui n'ont pas bascule, mais qui à minima se posent de plus en plus de questions sur la politique de l'entreprise. Donc voilà, je propose que Marie fasse une série de réponses sur cette partie-là et après Eddy sur la partie BSCC. Oui. Alors sur l'avenir des MSAP, donc alors nous on avait alerté parce que alors il faut se souvenir que quand il y a eu le début de la mobilisation des Gilets jaunes, dans les premières annonces qu'a fait Macron, il y avait quand même tout un tas de choses sur le service public et l'accès au service public. Et une des réponses qui était proposée, c'était la création de maisons France Service. C'est un peu la même chose finalement que les maisons de service au public qu'on connaissait déjà.
avec par contre un socle de service un petit peu plus étendu et surtout la contrainte, puisque la Poste l'a vraiment pris comme une contrainte, d'avoir au moins 2 personnes pour gérer les bureaux de poste. Alors quand c'était un bureau de poste ou la Maison France d'un point de vue un peu plus général, voilà, puisque c'est pas forcément adossé à un bureau de poste. Donc nous on a alerté tout de suite dès qu'on a vu comment ça se profilait, puisque la boîte, la première chose qu'elle nous a répondu quand on a discuté de la création de cette transformation en Maison France, c'était de comment on va pouvoir avoir une dérogation, parce que surtout bien évidemment, alors c'est dans des lieux c'est souvent dans la campagne et voire même dans des régions assez enclavées que se sont développées les maisons de service au public. Et on voyait bien que la Poste était pas du tout dans l'idée de mettre deux emplois dans ces maisons. Et donc l'idée, c'était d'avoir une dérogation. Ils sont toujours dans cette ligne-là, parce qu'on a reposé la question, bien évidemment, puisqu'ils s'étaient fixé un objectif, je crois, de transformer, je crois que c'était 250 maisons de service au public en Maison France à l'horizon de fin 2021, et je crois qu'il y en a une cinquantaine qui a été transformée seulement. Donc on est très très loin de l'objectif. Et en fait, voilà, ce qu'ennuie la boîte, c'est vraiment de mettre 2 emplois dans ces maisons, dans les bureaux de poste qui font MSAP ou qui font Maison France. Donc la problématique, c'est toujours celle de l'emploi, et donc ça fait un peu le lien avec ces histoires de réorganisation déguisée aussi, puisque en fait la boîte nous habitue, ce qu'on disait un peu dans la présentation, à travailler en sous-effectif. Petit à petit, on nous apprend à travailler à 5 au lieu de 6, et puis finalement, quand il y a la réorg, c'est comme s'il n'y avait pas de suppression finalement, puisqu'on s'est habitué à travailler à moins que ce qui était prévu par le cadre d'organisation quand il a été mis en place. Plus donc les transformations en bureau facteur guichetier qui se multiplient, et là aussi c'est la BSCC, c'est la direction du courrier qui impose son rythme, et là encore une fois les collègues du réseau, le bureau est transformé, donc la position de travail est supprimée, mais sauf que ça passe pas dans le cadre d'une réorganisation, mais toutes ces choses-là se font un petit peu se font de manière déguisée et sont pas très claires, et on met le collègue devant le fait accompli au moment de la réorg, et puis de toute façon vous êtes habitué à bosser comme ça, donc ça va passer. Vous avez déjà pris l'habitude de bosser comme ça. Après, sur les pressions, alors effectivement on a beaucoup parlé des métiers de l'exécution, et la pression elle est grandissante, alors que ce soit la pression commerciale ou la pression sur la déontologie, sur la réglementation, avec les menaces de sanctions qui vont derrière, parce que la pression c'est pas juste un phénomène isolé, on va dire, en termes d'impact, c'est très très lourd pour les collègues, donc tout ça, voilà, c'est vraiment une problématique pour les collègues chargés de clientèle, mais aussi dans les services financiers et aussi la ligne conseil bancaire. Mais finalement, les managers, ils ont aussi cette pression-là, d'autant plus qu'effectivement, face au manque de personnel, on leur demande en plus de faire un peu ce que disait Willy, les pompiers de service, et de venir, alors c'est valable à la distrib, mais au réseau, c'est pareil, on demande aux encadrants de proximité, donc les RE, les REC, les RCPAR, d'aller au guichet, d'aller recevoir des clients, parce que on a tellement supprimé d'emplois que voilà, ils sont obligés de faire un petit peu tout, et je pense que je suis trop longue, donc je vais m'arrêter là pour le réseau. Le message est bien passé, mais avec le sourire. Donc Eddy, sachant les questions de fait sur je vais pas les relister parce qu'elles ont déjà été pas mal dites sur la partie, sachant que je pense que c'est peut-être Yann qui fera le point dans la conclusion globale, notamment pas mal là sur Facebook ou sur Zoom, de demandes sur les questions financières, que ce soit le 13e mois, la prime Covid. Donc voilà, mais vas-y Eddy. Ouais, alors pour pas faire trop long, je vais me cibler. Il y a eu des questions sur les questions de quand le grand mouvement national et pourquoi attendre à chaque fois que la réorg arrive. Et c'est vrai, y compris les camarades Xavier, on a parlé le problème de la fragmentation du secteur où il y avait le plus de grèves. En réalité, la distribution. Alors là, pour le coup, ce qui est un peu un élément nouveau, c'est que comme la Poste s'en force, faut le reconnaître, elle est capable aujourd'hui d'avancer de manière, ces réorganisations de manière beaucoup plus coordonnée qu'avant. C'est pour ça qu'on a des gros blocs, là, 1000 réorgs dans une année, c'est inédit, on n'a jamais vu ça. Et on a vu, en gros, on avait 2 blocs, on en a parlé, enfin il y en a un en septembre, mais on sait qu'à la fin de l'été, la moitié des bureaux seront passés à la trappe, et on a un bloc en avril et un bloc en juin. Donc on a à peu près la séquence sur laquelle il est urgent d'agir. Par rapport au 16 mars, puisqu'il en a été question, y compris d'un préavis national. En réalité, la Fédération Sud, on a discuté avec une réunion avec nos syndicats, et
avant parce qu'on met en avant là où ça lutte, quoi. Ce qui se passe le 16 mars dans le département des Hauts-de-Seine. Et il se trouve qu'il y avait non pas une absence de volonté de lutter, mais que c'était pas mûr. En tout cas, c'est ce que remontaient les syndicats. Sinon, je vous assure qu'on aurait déposé un préavis sans attendre ce soir, un préavis national. Mais bon, voilà, qu'il y avait un département. Alors depuis, y compris, ça évolue. Le cadre francilien, et on regarde ça de près, je veux dire que ça changerait, y compris qualitativement les choses, si on arrivait à avoir un cadre francilien pour le 16 ou au pire pour après. Non pas qu'on est parisiano-centré, mais ça donnerait quand même, ce serait un élément nouveau dans le paysage. Et par ailleurs, je rappelle juste, voilà, pour informer tout le monde, qu'il y a un préavis national illimité sud dont les collègues peuvent se saisir si jamais, voilà, le 16... comme les choses peuvent évoluer très rapidement, il y a une volonté de bagarre. Mais je reprendrai ce qu'a dit le camarade du 33 sur le rôle de coordination des équipes fédérales. Effectivement, on ne crée pas des situations. Par contre, nous, notre boulot, c'est d'essayer de lutter contre l'émiettement, lutter contre la fragmentation et d'essayer de coordonner les bagarres, les luttes, d'essayer de faire tout ce qu'on peut. Et on sait très bien, et Yann l'a dit, on se trouve porte close par rapport aux autres organisations syndicales, y compris celles qui sont censées être les plus proches au niveau national. Et on va continuer, et on va les interpeller, et on va le faire savoir. Mais on sait aussi que ces choses-là se jouent à l'échelle locale et départementale. Et c'est nos forces, on va les mettre là-dedans. Et après, je reviens sur la séquence. En réalité, c'est clair. Entre avril et juin, bon, en gros, vous avez le mois d'avril et le mois de mai. Parce qu'en juin, ce sera déjà la deuxième grosse bascule du premier semestre. Donc on sait qu'on a ce créneau-là et qu'on a une grève nationale à construire. On va se le dire tranquillement. On a une grève nationale à construire une date, si possible en intersyndical. On sait que ça a toujours été très difficile, mais le fait qu'il y ait des intersyndicales locales inédites nous laisse à penser qu'on peut le faire. Et je terminerai, pour pas être trop long, sur le fait que ce soir, sur Facebook, sur Zoom, il y a des camarades de Sud, il y a des camarades de la CGT. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le même département, mais voilà, c'est tous ceux qui sont des militantes et des militants syndicaux ou pas d'ailleurs. Ben, c'est dans les bureaux, c'est d'interpeller les équipes syndicales, de prendre contact avec les copains et les copines de la boutique d'en face, et pour dire voilà, on ne peut pas se laisser défoncer comme ça, et on a en gros un mois et demi pour agir et pour construire la mobilisation nécessaire. Merci Eddy. Yann, c'est à toi. Oui, Eddy a dit volé ma conclusion. Non, mais je crois que là, c'était une première là pour sur la question du plan stratégique. Je pense qu'on recommencera la même initiative en espérant qu'il y ait plus de monde, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on espère toujours qu'il y ait du monde, y compris des gens d'autres organisations. Et là, il y a une évidence, hein, c'est une évidence, et c'est l'histoire qui nous le montre. C'est que les fédérations syndicales, elles peuvent parfois bloquer. Ça, c'est une certitude. On a vu ça à certains moments, hein, mais elles peuvent aussi, en fait, elles n'ont pas le pouvoir de déclencher les mouvements, même si elles en font la promotion. Donc, c'est une évidence. Willy l'a dit, Xavier l'a dit, Eddy vient de le dire. Ça partira des factrices et facteurs. Après, évidemment, oui, on va mener une campagne. On va mener une campagne dans le court terme pour qu'il y ait un mouvement national. S'il y a des gens qui sont syndiqués ailleurs que chez nous, évidemment, on les invite, ou qui ne sont pas syndiqués d'ailleurs, on les invite à dire, nous, là, ce qu'on veut, c'est une réaction commune et il faut qu'on la construise. C'est une nécessité objective. Je vais terminer sur autre chose, parce qu'en fait, on a la Poste, soit, mais on a aussi le reste du monde. Le reste du monde, là, aujourd'hui, bouge un petit peu. Alors, la Fédération Sud, mais pas seulement, est quand même connectée, par exemple, avec l'appel des TUI, qui est une initiative d'une boîte qui ferme contre les licenciements, parce qu'en réalité, on est aussi concerné par un champ général. Il y a une attaque patronale générale, il y a des attaques gouvernementales générales contre le service public, contre les hôpitaux, contre tout ce qui, en fait, est un peu protecteur. Et là, il va falloir une bagarre commune, c'est une certitude. Donc, il faut quand même le rappeler. Et évidemment, on est dans ces initiatives-là et on essaye d'en faire la promotion. Donc, évidemment, la prochaine fois qu'on se verra,
là sur Facebook et en meeting. On espère qu'on sera un peu plus affûtés, un peu plus nombreux, hein, pour que la grève voilà, dont on a parlé aujourd'hui, eh ben, elle soit en perspective dans le paysage et qu'on soit en train de la construire. Donc à très bientôt, voilà, sur nos sites, mais surtout voilà, sur les sites voilà, Facebook, Fédéraux, Zoom, etc. Mais surtout hein, dans les services pour construire la nécessaire riposte. Et à très bientôt. Merci à toutes et tous d'avoir été là jusqu'au bout. On vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.